C'est un brûlant glacé que la scène que je vais tenter de lire. Elle réunit en effet deux personnages, deux caractères. D'un côté, l'admiration passionnée du jeune disciple, et de l'autre, la froide lucidité du vieux maître. Je m'étonne que Valéry ait su ressusciter ainsi le jeune homme qu'il était certainement lui-même, un demi-siècle plus tôt, pour l'opposer au septuagénaire qu'il est au moment où il écrit mon Faust. Tiens, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ô rotation de rotation de rotation, qui nous inflige le supplice de tes mornes répétitions, nuit admirable abîme d'heures, tu n'es rien, 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 rien. Ah oui, je reconnais. Ce sont les imprécations du solitaire. Ultime création valérienne, le titre intégral, le solitaire ou les malédictions d'univers. Je l'ai enregistré. De cette pièce qui fait suite à Faust inachevé, voyez ce que dit Valéry dans une note manuscrite. Le solitaire est Faust même, et ce fut un suicide que la précipitation dans l'abîme. Ça, je l'ai confessé à plusieurs reprises. Enregistrer le solitaire m'a vraiment déboussolé. Le vieux Faust y rencontre, je cite, une espèce au-delà de la démence, dans la figure de ce solitaire, ce personnage qui lui montre la vanité de tout ce que nous croyons richesse de pensée. Le combat va s'engager physiquement, et Faust être jeté. Faust, c'est-à-dire Valéry, et tout l'effort intellectuel d'une vie, jeté au fond du gouffre. Sous ce rapport, la leçon que nous allons entendre maintenant, celle du vieux Faust à son disciple, est un premier degré de cet effondrement. Regardez ce livre que je suis en train de feuilleter. C'est une curiosité. Un voisin m'a fait la surprise de me l'offrir. Cahier Paul Valéry, numéro 2. Je suis heureux que mon Faust y tienne une si grande place. Maître, mon maître, révérence, est-il possible? Je vous salue respectueusement. Je m'excuse, je suis si ému. Soyez le bienvenu, monsieur. Ne soyez jamais ému devant un homme. Vous n'êtes pas un homme, maître. Est-il possible qu'un homme ait fait ce que vous avez fait? Toutes ces découvertes et ces livres que j'ai tant lus et relus au bout du monde, d'où je viens, si vous saviez ce que vous êtes pour moi et pour tant d'autres, pardonnez-moi de vous dire si mal ce que je sens si fort. Je n'ai pu résister au désir de vous voir, de m'assurer de votre existence, maître. Bon, comme on voit, c'est écrit très petit, j'ai des difficultés, il faudra excuser les maladresses de lecture. Vous venez du bout du monde, c'est loin. Asseyez-vous, je vous prie. Oh, non, maître, pardon, pas devant vous. Où est ce bout du monde? Je voudrais bien faire un voyage qui m'assure, moi aussi, de mon existence. J'en ai fait quelques autres qui m'ont finalement ramené sur ce banc et qui m'ont appris diverses choses, mais rien sur moi-même que je n'eusse trouvé d'abord dans ma chambre ou dans ce jardin. Il est joli ce jardin, mais vous devez connaître d'immenses joies dans ce petit espace calme. J'y connais chaque jour quelques petits ennuis, les escargots, les petites bêtes, tout ce merveilleux petit monde qui fait de l'opposition. Cependant, maître, vous êtes ici entre votre grand génie qui crée et toute votre gloire qui vous revient du large de l'univers pensant. Oui, oui, je crois bien que mon génie n'est que l'habitude de faire ce que je puis. Supposez que ce soit là précisément ce que les gens appellent génie. J'admire que ce génie ait pris la forme régulière, la routine des habitudes et vienne créer, comme vous dites, en moi ou par moi, de telle heure à telle heure, presque tous les jours. J'en ai conclu ou bien que je n'ai point de génie,
ou bien que ce génie dont parlent les gens n'est point du tout ce qu'il croit qu'il est. D'ailleurs, c'est un étrange rôle que de distribuer les cadeaux du hasard à une foule d'inconnus. Ô maître, que dites-vous? Il n'y a point de doute que vous ne soyez le flambeau même de ce temps. Toute la jeunesse le crie. De ce temps? Alors il est possible, car ce temps ne vaut rien, et son flambeau est celui qu'il mérite. Quant à la jeunesse, excusez-moi, toutes les chances de se tromper sont nécessairement avec elle. Vraiment? Je suis confondu par votre modestie et votre simplicité, maître. Je suis encore plus ému qu'en sonnant à votre porte. Mon ami, je ne crois pas être modeste, et j'espère n'être pas simple. Mais je suis fatigué de tout ce qui empêche de l'être. Il est gênant et fatigant de faire figure de grand homme. Ceux qui s'y plaisent font pitié. Mais enfin, maître, vous aviez conscience de l'œuvre admirable que vous avez donnée aux hommes. Elle existe, elle est immortelle, le De Subtilitate, à lui seul. Et ce traité extraordinaire du corps de l'esprit, qui ne me quitte pas, et pourtant, je le sais par cœur. Tenez, il tire un livre de sa poche. C'est une loque. J'avoue que si j'aimais mes livres, c'est dans ce noble état de fatigue et de saleté qu'il me plairait de les revoir. Vous ne les aimez pas. Mais comment voulez-vous que j'aime ce qui ne peut plus que m'attrister? Vous ne comprenez pas. Voyons, si j'entr'ouvre un de mes ouvrages, et si je le goûte, et si je m'admire, c'est là me sentir inférieur à celui qui l'écrivit. Je me dis, tu n'en ferais pas autant aujourd'hui, tu es ta propre diminution. C'est un sentiment très pénible que si, au contraire, le texte me semble absurde ou d'un style que je ne puis plus supporter, j'ai honte d'avoir été le malheureux qui l'a pu écrire. On n'y échappe point. Il faut pleurer dans les deux cas, ou celui que l'on est ou celui que l'on fut, et le moment présent a toujours les deux visages d'un Janus, tous deux fort tristes. Vous me désespérez. Qui m'eût dit que je trouverais dans l'illustre Faust cette profondeur d'amertume? Vous éclairez tout ce qu'on aime d'une lumière étrange et froide. En vérité, mon ami, je n'aime ni ne hais le passé, ni mes livres qui en sont des fragments et des fruits. Ils ne sont plus de moi. Je ne me trouve point dans le passé. Un moi a-t-il un passé? Mais ce mot de passé n'a plus de sens Pour ce moi. J'ai vécu et puis j'ai plus que vécu. Comment vous expliquer ceci? Je ne sais vous donner de mon destin rigoureusement singulier qu'une figure. Supposez que vivre se représente par une sorte de mouvement qui aille d'un lieu et d'un jour où l'on naît au lieu et au jour où l'on meurt. Le soleil d'une vie se lève en un point de l'horizon, Se dégage des brumes. et des formes tendres de l'enfance. Le grand jour des sensations, des désirs, de la connaissance, des affections et des pensées se lève. La lumière se précise et durcit. L'astre des forces et des certitudes atteint le plus haut de sa course, puis décline et disparaît. L'homme est donc une sorte d'éphémère qui ne revit jamais ce jour unique qui est toute sa vie. Le soleil de sa présence ne luit jamais deux fois et n'éclaire jamais que des spectacles sans pareil. Entre la nouveauté de sa naissance Et la nouveauté de sa mort. mort, mais moi, mon jeune ami, j'ai vu, par l'intervention de puissances mystérieuses, j'ai vu le jour de ma vie se poursuivre sous l'horizon fatal. L'autre face de la nature et les antipodes de la création m'ont été révélés. J'ai fait le véritable tour du véritable monde. Puis, toujours entraîné par ma fatalité, je revins dans le temps. Je vins revivre. Je revis, je vis,
je vois, je connais. Si c'est vivre, Voir et connaître que de revivre, de revoir et de reconnaître. Vous parliez de génie. Je vous ai dit qu'il ne peut plus pour moi avoir d'autre signification ni d'autre valeur que celle d'une habitude. L'idée la plus rare et la plus hardie qui me vienne ne me donne jamais plus l'impression d'une nouveauté. Il me semble, aussitôt surgi, l'avoir déjà pensé et repensé. Et puis, que peut me faire la gloire, quand je sais qu'elle n'est que le produit de ces êtres qui ne vivent que leur seul jour? Maître, tout ce que vous me dites me transporte dans une sphère de vérité si difficile, si sévère, que je n'ose plus vous parler de votre œuvre et de vous. Ce que j'en pensais était donc bien loin de ce qu'il faudrait en penser. J'étais plein de questions. J'espérais obtenir de vous des réponses qui, tombées de votre bouche, devaient décider de ma carrière et m'assurer dans mes travaux. Mais j'ai peur que vous ne puissiez rien me dire qui ne passe infiniment ce que je puisse m'appliquer. Je vois bien que votre œuvre même n'est pas pour vous ce qu'elle est pour nous. Pour vous, d'après vos paroles, créer, ce ne serait que jouer en grand joueur blasé sur ses talents, sa partie chaque soir à la même heure, à la même table. Pour nous, ce que vous faites nous apparaît le fruit d'une entreprise toujours téméraire et toujours heureuse, qui s'attaque à ce qui est en l'âme d'infus et d'insaisissable et que nous sentons de plus haut prix, mais qui se dérobe infiniment à tout autre qu'à vous, comme se dérobe aux nageurs désespérés la bouée qui est le salut, mais que repousse le geste même dont ils s'épuisent à la saisir. Mais vous, on dirait que jamais la parole ne manque à vos pensées, et que toujours pure, toujours armée de ce qu'il faut de rigueur, soutenue de ce qu'il faut d'harmonie pour exciter et contraindre les esprits à la jouissance des forces et des clartés qu'ils possédaient sans le savoir, cette héroïque parole ne s'en prennent jamais qu'à l'inexprimable et le réduisent toujours à ses desseins. Comme vous parlez bien, mais si je vous entends, vous attendiez des conseils, mon jeune ami, mais le meilleur des conseils ne vaut pas la moindre expérience et n'a jamais épargné une erreur à quelqu'un qu'il ne l'ait jetée dans une autre. Je vous jure qu'il faut se tromper et que rien d'excellent ne peut dériver de l'expérience d'autrui. Tous les politiques ont lu l'histoire, mais on dirait qu'ils ne l'ont lu que pour y puiser l'art de reconstituer les catastrophes. Vous ne me direz donc rien que je puisse emporter avec moi et qui me soit un peu plus qu'un souvenir extraordinaire. J'espérais de vous, maître, comme une morsure du serpent de la sagesse dans la chair de mon esprit, une piqûre d'un poison de transformation profonde et merveilleuse. Dites-moi seulement un mot, une petite sentence que je puisse me dire et redire en mémoire de vous. Prenez garde à l'amour. Vous condamnez l'amour? Je ne l'ai pas dit cela. Cela n'a point de sens. Quel est le sens alors? Celui qui vous apparaîtra quelques jours. Ce n'est pas ici un conseil, c'est un petit présent de 4 mots que je vous fais. Oserais-je vous demander la faveur de les écrire de votre main sur mon livre? Je n'écris plus jamais, je dicte. Rien que savoir signer mon nom de ma main m'a coûté assez cher dans le temps jadis, au temps de ma vieillesse. Attendez. Loust, venez avec votre écritoire. Adieu, monsieur, portez-vous bien, et bon retour chez vous. Alors, c'est les didascaliers de Valérie sont amusantes. Il sort par le jardin, le disciple s'incline profondément. Le disciple, seul, se livre à toute une mimique de cessation de contrainte, tire la langue, grimace, haussement d'épaule, etc. Oh, voilà un vieux farceur!
Il m'a refusé même une signature. Je n'ai rien su lui répondre. Il vous met si mal à l'aise avec sa simplicité. C'était une comédie. Le dernier cri du grand genre. Il s'est moqué de moi avec son tour du monde et son dernier conseil. Ah, il s'est pas cassé la tête. Prenez garde à l'amour. Je traduis. Cave amorem, c'est moins nul en latin. Ou plutôt, cave amores? Non. Cave venerem, c'est mieux. Mais cave amorem fait penser à un cabaret sombre, affable, prenez garde à l'amour. J'admire, je l'avoue encore, la distance à laquelle Valéry sait tenir ce qu'il pense, ressent, éprouve, cette faculté d'en être le spectateur, amusé souvent.